On sent la pression quand on est face à 95 000 personnes à Rock in Rio, face à un public à Coachella sur la scène centrale, et tu dois les convaincre. Ça, c'est la pression. Le reste, il faut juste s'amuser. Salut, c'est Mika, chez Melty, et aujourd'hui, on est dans le format replay. Une des chansons les plus importantes de ma carrière avec le pire clip de toute ma carrière. Ce clip, il est horrible. J'ai toujours détesté. En fait, il y a une radio en Suède qui enregistre de l'internet, relax, et commence à jouer le titre sans même demander la permission. Et ensuite, la France fait exactement la même chose. Et bam, ça devient un tube. Le désavantage, c'est qu'on n'était pas du tout prêt, on n'avait pas le temps de tourner un clip, et on avait besoin d'un clip tout de suite. Bon voilà, de temps en temps, on ne peut pas tout contrôler, ça fait partie de l'histoire et c'est bien comme ça. Tout le monde ne sait pas de quoi ça parle, la chanson. On était évacués du métro à Londres, on réalise que c'était une grande attaque terroriste, et je rentre à la maison et j'ai presque vomi ce couplet. Et c'était en réponse à l'expérience que j'avais vécue. C'est pour ça qu'on sent que c'est triste, mais c'est joyeux. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi j'ai écrit cet album, il faut comprendre la plonge. Je travaillais le soir comme serveur, je me disputais toujours avec les clients, donc ils me mettaient derrière pour faire la plonge. On vide tous les verres dans des grands seaux. Et je me souviens une fois, je suis tombé et on a versé ce liquide de plonge partout. J'ai dû nettoyer ça et en fait ils m'ont viré. Et ensuite je me suis retrouvé à l'université. J'étais pas assez cool pour les gens qui faisaient de la musique rock ou électro. J'étais pas assez classique pour les gens qui faisaient de la musique classique. Je me suis dit ok, si j'ai vraiment pas un propre endroit où je peux exister, je vais créer mon propre espace. Et ça doit être un album. À ce moment-là, il y a le succès et là, ça change parce que tout d'un coup, tout le monde a une opinion. Et c'est pas juste tes potes dans ton appartement en train d'écouter tes chansons. Je suis pas tombé dans la drogue. Si je tombais dans ça, je pouvais plus chanter. Et comme j'écris mes propres chansons aussi, je pouvais me protéger avec l'écriture. L'histoire de ce morceau, c'est je voulais écrire, j'ai formé une amitié avec un auteur qui lui me parle de la pression qu'il est en train de vivre. Et je dis, eh ben, maintenant tu parles comme ma mère, qui me disait toujours dans mon enfance, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, et tout sera ok. C'est drôle parce que la joie et le côté positif, on peut dire coloré, c'est ce qu'on peut penser de ma musique, et c'est plutôt un optimisme. Parce que si on lit les textes, eh ben, c'est là où on réalise que en fait, les textes, ils sont assez tristes, quoi, ils sont assez hard. Mais tu sais, il y a Pharrell qui est là, qui habite là, il habite pas loin de chez toi et il veut te parler. On s'est retrouvés en studio, on s'est amusé, on a écrit plusieurs chansons ensemble et ce titre est sorti de ça. Le stress, on le sent pas quand on est en studio avec des gens qu'on admire, qu'on connaît très bien, on sent la pression quand on est face à 95 000 personnes à Rock in Rio, face à un public à Coachella sur la scène centrale, et tu dois les convaincre. Ça, c'est la pression. Le reste, il faut juste s'amuser. J'ai reçu un coup de fil de ma maison de disques et ils me disent, écoute, il y a cette fille, elle est superbe, elle chante super bien, est-ce que tu peux juste passer une après-midi en studio avec elle? On le fera au téléphone parce qu'elle, elle est en train de tourner une série. Je fais cette séance d'enregistrement et franchement, c'est quoi cette fille? Et chaque chose que je la demandais au téléphone, eh ben, elle le faisait avec une voix. J'appelle la maison de disques, mais je dis, mais c'est une bombe atomique, quoi. Et ensuite, quand on a fait le clip, j'étais tellement impressionné par comment elle travaillait. Je me souviens, elle était entourée toujours par son frère, par sa mère, qui s'occupait d'elle. J'ai bien aimé son attitude, mais surtout sa voix. C'est une grande chanteuse. Kenji, 17 ans, et un sourire d'ange. En fait, il faut penser que les fauteuils de The Voice, c'était comme si c'était le canapé qu'il y a dans Friends. Et s'il n'y a pas cette énergie entre les coachs, eh ben ça ne marche pas. Parce que nous, on rentre dans vos salons. Et donc, on doit avoir une énergie, une amitié, et ce côté presque sitcom, mais pas écrit. C'est super important. Je me suis dit, si je vais faire The Voice, je vais le faire avec une intention, on peut avoir des talents qui vendent des disques et pas juste un concours de chant et ensuite ils disparaissent. Et la première année, il y a eu Kenji et le reste, c'est l'histoire.
C'était une performance complexe. Ça peut aller ridicule de penser à une performance qui dure 5 minutes ou 6 minutes et on bosse pendant 3 mois. Et c'est toujours très complexe de jouer quelque chose de nouveau parmi des chansons que les gens connaissent déjà. Et c'était un exercice qui a vraiment bien marché. Et on revient à ce concept de danser avec les larmes aux yeux. La pop, ça sert à ça aussi.